Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. À la une de ce mercredi, alors que le calme semble revenir dans le centre, Port-au-Prince replonge dans la violence. 2 inspecteurs divisionnaires de la PNH ont été abattus ce mercredi matin lors d'une attaque ciblée. Le CADO s'oppose à l'intégration de la BESAP dans les opérations anti-gang. L'organisation dénonce une décision inconstitutionnelle et appelle plutôt au renforcement de l'armée pour faire face à l'insécurité. Et puis dossier immigration des Haïtiens menacés d'expulsion des États-Unis l'orge désormais vers le Canada. Alors que le programme humanitaire Parole a pris fin par une décision de l'administration Trump, le Canada devient un nouvel espoir pour de nombreux migrants. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Alors qu'une accalmie est observée dans le département du Centre, 2 policiers ont été tués ce mercredi matin dans la capitale. Les victimes ont été identifiées comme Jose Roni et Job Sulmon, 2 inspecteurs divisionnaires issus respectivement des 10e et 11e promotions de la PNH, selon les précisions fournies par Lionel Lazare, porte-parole adjoint de l'institution. Dès la matinée de ce mercredi 9 avril 2025, un groupe de bandits armés a attaqué un véhicule transportant plusieurs policiers sur la route de l'aéroport. Ces derniers revenaient d'une banque commerciale située à Delma. Les assaillants auraient tenté d'enlever une personne, ce qui a provoqué une fusillade selon les témoignages. Par ailleurs, les rumeurs faisant état de l'enlèvement d'un autre policier par les assaillants ont été démentis catégoriquement par l'institution policière. Les responsables du mouvement de Canapé Vert ont déploré la mort de manifestants ainsi que la disparition de 2 militants lors d'une conférence bilan sur la récente mobilisation sévèrement réprimée par les forces de l'ordre. Face à cette situation, les leaders de la coordination du mouvement de Canapé Vert, appuyés par ceux des zones avoisinantes de Port-au-Prince, annonce une nouvelle journée de mobilisation prévue pour le 16 avril prochain contre le CPT. Une fois de plus, ils interpellent les autorités sur leurs responsabilités et promettent de faire entendre leur voix dans les rues de la capitale. Edzer Jean est membre de la coordination du mouvement de Canapé Vert. Depuis lorsque nous avons lancé ces mobilisations, si je passe ce passé là, nous avons bandits, monsieur armé, au lieu que fait bac, au lieu que l'État fait bac, c'est progresser à progresser. Par exemple, vous entendez comment monsieur attaque mes balais. Vous ne dis là, moun mi balais dehors. Vous ne dis là, dans la 2e circonscription Port-au-Prince, là nous dit 2e circonscription Port-au-Prince, nous avons zone Croix des Prix, nous avons zone Paco, nous avons zone Barrière-Jour, nous avons zone Campèche. Donc, depuis lorsque nous lançons ces mobilisations, monsieur, c'est progresser à progresser. Je ne dis là, monsieur, dépasser avant elle. Ailleurs, nous entendons que monsieur arrivé débalisé, arrivé piller l'école Saint-François d'Assise. C'est-à-dire, monsieur, c'est progresser à progresser. L'État, par exemple, prend aucune disposition. L'État, par exemple, prend aucune mesure pour capable freiner ça qui est là. C'est mon cap mourir. C'est cadavre sous cadavre. Dernièrement là, il prend 8 personnes qui n'ont abri, monsieur tué. Jusqu'à présent, d'après ça, nous connaissons cadavre. Moun sa yo encore dans avenue Christophe, yo encore dans zone du Massenet. Donc toute bagaille ça va passer dans la société. Côté que mon a perdu position, y a kidnappé moun, y a violé femmes, y a violé les filles. Donc nous pas qu'à faire silence bien que nous l'État lui-même, il met a fait pile manœuvre, la fait pile pression que mouvement ça n'a fait là, son escalier n'a monté. Nous sommes bas CPT, nous sommes bas primature, 2 lettres de blâme devant ville d'accueil, devant primature, nous n'avons pas de chambre répondre. Donc le 16 cabine là, nous allons bailler une 3e lettre de blâme. Nous comptons ça signifie l'on une 3e lettre de blâme en administration. Donc si c'est vrai, nous avons un pays, mais le 16 peuple va aller acheter le pays encore. Autre information, le collectif des avocats pour la défense des droits humains, CADO, juge inconstitutionnelle la décision du Conseil présidentiel de transition de mobiliser les agents de la BESAP aux côtés des FADH et des policiers dans la lutte contre les gangs. Le coordonnateur du CADO évoque un problème de compétence des agents de la brigade de sécurité des aires protégées
pour justifier sa position. Maître Arnel Rémy plaide de préférence pour un recrutement massif en vue du renforcement des FADH. Est-ce que décision ça, il y a un fondement légal? Non, parce que déjà, la charte fondamentale, ça les constitutions, pas de parler de BESAP. Et de deux, sur le plan technique, est-ce que BESAP a une mission ça? Est-ce que BESAP a une possibilité pour mener des opérations de grande envergure et de résultat? Il pas oublier que brigade de surveillance des aires protégées. Donc mission BESAP c'est pas pour la bataille avec moun. Mission BESAP c'est pas pour affronter gang. Mission BESAP c'est pas à battre avec gros bandits qui portent gros armes. C'est là qui fait que je dis à nous-mêmes nous essayons de remettre en question décision ça. Est-ce que son décision qui réfléchit? Nous pensons que son décision pas réfléchie parce que ce qu'on veut atteindre, l'objectif qu'on veut atteindre, sera-t-il atteint? Donc nous disons, est-ce que BESAP a rentré, a mené une opération de grande envergure? Est-ce que BESAP a manipulé les armes, même en policier, en soldat l'armée, fait là? Je ne peux pas discriminer BESAP, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de bataille, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de travail extraordinaire. D'ailleurs, il y a deux côtés, nous avons 6 structures sur la là. Et on comprend que nous envahi déjà. Ils font un travail extraordinaire, mais nous-mêmes, nous avons question de technicité, nous avons question de juridicité de décision. Non seulement son décision qui est entachée d'un caractère inconscient parce que il n'est pas prévoir par mon pays, de l'issue d'une instance qui a un déficit de légitimité parce que le capitaine n'a pas de légitimité pour la décision. De toi, nous-mêmes, nous peur pour ne pas atteindre l'objectif visé. Qui ça coûte fait? Ça coûte fait, c'est que c'est pour te lancer un recrutement massif. Un recrutement massif, maintenant établi en période de formation courte, maintenant faire appel à des personnes qui étaient dans l'armée déjà, ou bien à des personnes qui étaient spécialisées dans ce sens-là. Ils fait appel à des bénévoles, ils réquisitionnent des bénévoles, ils réquisitionnent des jeunes garçons, pour leur dire, écoutez, il faut qu'on le bataille, il faut dans tout le pays. Donc moi, je pense que son décision comme ça qu'elle prend, pour permettre que vous formez les gens et renforcer l'effectif, renforcer la police, renforcer l'armée pour combattre le phénomène banditisme, pour combattre le phénomène criminalité, pour combattre les gangs terroristes. La structure dénommée Ensemble contre la corruption, ECC, CGILAP, RNDDH, POHDH, entre autres, ont travaillé conjointement sur le décret portant création d'un pôle judiciaire national spécialisé sur les crimes financiers et d'un pôle judiciaire national spécialisé sur la grande criminalité, incluant les crimes de masse et violences sexuelles. La présidente de l'ECC, Rosie Auguste du Sénat, plaide en faveur de l'indépendance totale de cette entité lors d'une rencontre avec la presse ce mercredi. Elle en a profité pour souligner de nombreux points qui suscitent des interrogations dans le décret, notamment les dossiers qui ne dépassent pas 500 millions de gourdes de dépenses ne feront pas l'objet d'une enquête devant le parquet financier. Suivez ce reportage signé Rodolphe Pierluy et Guy Trichoisy. Sous la directive des membres du pouvoir en place, des organisations de défense des droits humains ont travaillé conjointement sur le projet de décret portant création d'un pôle judiciaire national sur les crimes financiers et d'un autre pôle spécialisé sur la grande criminalité, incluant les crimes de masse et les violences sexuelles. Madame Rosie du Sénat, présidente de la structure Ensemble contre la corruption, présente les grands points et l'objectif. Nous tenu compte de façon que Haïti rentre de plein fouet dans la grande criminalité, dans le trafic d'armes, trafic de munitions. Nous garder tout et quantité de crimes de masse qui a commettre dans le pays, tant que massacre, attaque armée, viol collectif, et boule caille, boule bien moun, boule tout ça moun possédé, porter population, courir quitter caillou, quitter quartier yo. Nous estimons, nous 5 organisations, que oui, c'est un bon point, que l'autorité de transition a décidé de mettre en place un pôle judiciaire spécialisé, ça qui en fait répond à des revendications que nous-mêmes, dans la société civile, là, nous toujours apprenons. Cela fait des années depuis que la mise en place d'une telle entité dénommée parquet financier est à l'étude, et quand enfin est arrivé le moment où il faut matérialiser ce projet, certains points dans le décret font l'objet de débats.
Son aberration que yo mettez dans projet de décret que c'est 500 millions de gouttes et ces dossiers qui cumulaient jusqu'à 500 millions de gouttes que a gagné pour la travail sous lui. N'a rappelé que ça contraire à la loi contre corruption. La loi contre corruption pas parler de montant, il pas parler de l'argent. Fait qui constitue infraction, c'est pas l'argent. C'est ça que nous commettons là. Et sous question immunité, collègue moi Jocelyne parle avec nous sous déjà. Cependant, n'a souligné encore une fois pour tout le monde. Les constitutions ont parlé de protection immunitaire. Ils parlaient de protection yon moun dans le cadre d'action que li mène dans exercice fonction. Sous impliqué dans viol, ou impliqué dans viol collectif, ou impliqué dans crime de masse, ou impliqué dans corruption, dans crime financier, ça pas entrer dans exercice fonction et par conséquent ou pas capable de gagner protection immunitaire pour ça. Les préoccupations des membres des organisations de défense des droits humains ne s'arrêtent pas là. Les violences sexuelles sont trop importantes et doivent être considérées en tant que telles. Nous pensons, bon côté pas non, que l'on tenu compte de quantité viol collectif qui est enregistré. L'on tenu compte tout de facilité, de arrogance que bandi yo gagne pour yo commettre viol collectif yo, eh bien ça pour compte pas li supposé considéré comme une infraction à part entière. Viol collectif, violence sexuelle en général, pas rentrer dans les crimes de masse, mais faut que clairement dit que Paul là a bien pour travail spécifiquement tout sous viol collectif. À la base, ce document est préoccupant, poursuit le professeur Édouard Poultre. C'est peut-être ça, nous faisons des recommandations qui ont joindre hier encore, qui ont joindre ministre de la Justice et la sécurité publique, les ont joindre tous ces SPJ et en façon pour que nous connaissons et nous connaissons opinion nous sur des projets décret ça. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le commissaire du gouvernement, l'autonomie totale du pôle judiciaire national, entre autres, autant de sources de préoccupation pour les responsables. Ils se disent prêts à travailler, mais leurs recommandations doivent être prises en compte. Parlons à présent santé. À Metro News, le secteur de la santé est fortement frappé par l'arrêt des financements de l'USAID, assure le ministre de la Santé. Le docteur Sinal Bertrand révèle que 90 sites ne peuvent plus fournir de soins aux personnes infectées par le VIH. Invité à la rubrique Le Point ce mercredi, le ministre a déploré que le système de surveillance épidémiologique soit totalement contrôlé par l'étranger. Une appropriation est nécessaire pour éviter que le système de santé national soit à la merci de la politique des États-Unis, a-t-il affirmé. Nous écoutons le ministre de la Santé, le docteur Sinal Bertrand. Et comme tout ça, nous avons des partenaires qui ont un financement USAID qui est obligé de camper, alors que moi-même, j'ai un rapport pour me débattre dans le Conseil des ministres, Conseil du gouvernement. Moi, j'écris tout partenaire pour dire qui quantité de cob vous avez, qui origine fond et qui ça de qu'on fait avec. Nous avons répondre nous, tant que IMA répond nous, GESCO répond nous, et PIH répond nous, etc. Mais il n'y a pas de information. Qui ça nous fait pas suffisamment d'informations. Nous passons par directeur et départemental fraîchement installé, qui est fou, qui commence bien travail, il aller dans le site, il a regardé combien de personnel là qu'on touché à travers partenaires et puis qui minimum pour nous faire site fonctionner. Si nous prenons par exemple Nord-Ouest pour bien comprendre, nous avons deux sites qui financés par PEPFAR qui sont toujours là, c'est Jean Rabel, c'est Port-de-Paix. Mais nous avons des PVVIH dans toute commune qui te gen l'autre bagaille, l'autre partenaire qui t'a et bay ARV ça yo. Eh bien moun ça est-ce qu'il y a déplacé sous tête mon Saint-Nicolas pour venir Jean Rabel ou bien pour aller Port-de-Paix pour venir prendre non. Qu'on y a obligé ou même ou dégager pour faire site là fonctionner avec minimum personnel. Si c'est 20 30 monde qui dans site là, mais nous même l'état nous prend en charge 5 ou bien 6 et puis on fait site là fonctionner. Mais ça qui plus est difficile pour nous, c'est vous les communautaires là. Ça veut dire à travers les ASCP, ça c'est que eux-mêmes, ASCP qui moteur et programme surtout dans côté qui plus loin accès difficile c'est intégrer faire formation pour eux même
pour qu'ils soient au niveau communautaire. Pour refermer cette édition, le gouvernement américain accorde aux bénéficiaires du programme Humanitarian Parole un délai allant jusqu'au 24 avril pour quitter les États-Unis. Cependant, de nombreux étrangers, dont des Haïtiens, n'ayant pas régularisé leur statut, envisagent désormais le Canada comme solution de rechange. Bien que le chemin Roxham, qui permettait une migration massive et incontrôlée, ait été fermé par les autorités canadiennes à la suite d'une tragédie, plusieurs sources rapportent une hausse des demandes d'étrangers souhaitant s'installer au Canada. Depuis le Québec, notre collaborateur Jean-Numa Goudou nous apporte des éclaircissements et fait le point sur les derniers développements de ce dossier. Jean-Numa Goudou, bonsoir. Merci de votre disponibilité. Bonsoir Rose-Berlin, bonsoir à tous. L'administration Trump a écourté la durée notamment du programme Humanitarian Parole et également la durée du TPS, une décision d'ailleurs qui bouleverse fortement les Haïtiens qui vivent aux États-Unis, qui aujourd'hui tentent de s'échapper à cette menace imminente en tentant de se réfugier au Canada. Vous êtes au Canada, Jean-Numa Goudou. Quelle est donc la situation ? On parle de plus de 500 000 personnes aux États-Unis qui ne savent à quel sein se vouer, et l'un des saints serait le Canada. Et le mois de mars qui vient d'écouler faisait 2 ans depuis que le chemin Roxham était fermé pour les demandeurs d'asile qui arrivaient des États-Unis vers le Canada dans le cadre de l'entente des pays tiers-sœurs qui a été renégociée avec les États-Unis par Ottawa. Les demandeurs d'asile, aujourd'hui, depuis 2 ans, ne peuvent passer par ce point irrégulier pour traverser au Canada. Et lorsque, depuis 2017, il y avait une vague, les Haïtiens, en majorité, passaient par ce chemin pour demander l'asile et leur demande était recevable. Là, aujourd'hui, si on ne passe pas par un point régulier de la frontière canado-américaine, eh bien, les demandes d'asile ne seront pas recevables. Et depuis, justement, ces mesures annoncées par Donald Trump, Rose-Berlin, et il y a une poussée, si vous voulez, de demandes d'asile vers la frontière, mais pas autant qu'on enregistrait en 2023 ou en 2024. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui font cette demande? Oui, absolument. Eh bien, depuis l'année 2020, en janvier, on a eu plus de 500 demandes à la frontière. En février, 356. Et seulement aujourd'hui, on est quoi? On est le 9 avril. Au 6 avril, on a enregistré 557 demandes à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Donc, ce qui donne une tendance à la hausse, mais c'est rien par rapport à l'année passée où, en 2024, à travers le 3000, seulement pour le Québec, mais seulement pour le Québec, l'année passée, il y a eu plus de 5000 appareils date. Donc, et à travers le Canada, près de 20 000. Donc, c'est rien par rapport à ce qu'on a connu comme demande d'asile, mais effectivement, il y a une tendance à la hausse des demandes d'asile. Et ce qui explique qu'on n'est pas arrivé au chiffre de 2024 à pareille époque, c'est parce que justement, l'entente des pays tiers-sœurs, la fermeture du chemin Roxham, l'entente prévoit des exceptions. Il faut que ces demandeurs-là aident la famille, une nièce ou un neveu, mais les cousins-cousines ne font pas partie de cette exception-là. Donc, il n'est pas donné à tout le monde, parmi les 500 000 personnes aux États-Unis, haïtiens en particulier, d'avoir de la famille au Canada, ce qui explique que tout le monde ne peut pas traverser comme ça. Et on reçoit dans la communauté haïtienne ici beaucoup de demandes, beaucoup d'appels, si vous voulez, d'amis, de cousins, de proches aux États-Unis qui sont dans cette situation et qui voudraient avoir de l'information pour savoir est-ce qu'ils pourraient traverser et comment
est-ce qu'ils pourraient traverser pour venir ici au Canada. Donc, parmi les 520 000 Haïtiens qui sont concernés par cette décision, donc s'ils souhaitent se rendre au Canada, donc mis à part de cette option où ils doivent avoir obligatoirement un membre de la famille, on va dire de la famille proche, est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres options, ou du moins est-ce que d'autres options sont en discussion, notamment avec le Premier ministre Marc Carney qui vient justement de prendre les rênes du pays? Non, malheureusement non. D'ailleurs, aujourd'hui, Marc Carney a déclaré justement qu'il retournerait les demandeurs d'asile vers les États-Unis, contrairement à son prédécesseur, Justin Trudeau, qui, sur Twitter, vous vous souvenez, à l'époque de la vague de 2017, les avait invités à venir au Canada comme terre d'accueil. Et ça a tendance à devenir, Rose Berlin, un enjeu électoral, évidemment, aujourd'hui pour le Canada, puisque le Canada est en élection, est en élection. Et l'élection s'est dominée surtout par la situation aux États-Unis, Donald Trump, notamment les tarifs, la hausse des tarifs. Et c'est ça qui mène dans les sondages, dans les élections, ce qui explique que Marc Carney, le chef du Parti libéral, est en hausse dans les sondages. C'est grâce justement aux politiques de Donald Trump en matière économique à la frontière, mais pas nécessairement en matière d'immigration. Et cette semaine, beaucoup de médias ici au Canada ont tendance à soulever la question, justement soulever la question qui pourrait devenir un enjeu électoral selon eux, et à spécifier qu'il y a une tendance à la hausse à la frontière parce que justement le mois dernier, le mois de mars, il y a eu une hausse. Le nombre de demandes a quasiment doublé de janvier à mars. On parlait de plus de 500. Là, aujourd'hui, mars dernier, on parle de plus de 1300 personnes qui sont venues à la frontière. À mesure qu'on avance vers le 24 avril, la date fatidique pour ces gens-là, eh bien, évidemment, il y a une tendance à venir faire des demandes. Et il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés aussi à la frontière. Il faut vous dire, Rose Berlin, que le Canada a investi 1,3 milliard de dollars justement à la frontière dans des hélicoptères, des drones et des patrouilles de la Gendarmerie royale du Canada qui sont beaucoup plus présentes sur la frontière justement pour surveiller ces gens-là. La GRC a intercepté beaucoup de gens qui voulaient traverser de manière irrégulière à des points comme le chemin Roxham et qui ont été refoulés vers les États-Unis par la suite. Donc on peut dire que le chemin Roxham n'est pas prêt d'ouvrir bientôt, si on comprend bien. Ça ne sera pas rouvert. Ça ne sera pas rouvert du tout, puisque ça a été fermé. Il y a eu trop de problèmes politiques, de politique interne ici au Canada, notamment au Québec, qui recevaient beaucoup, la majorité de ces demandeurs d'asile, puisque les Haïtiens, comme vous le savez, ils ont tendance à venir ici au Québec, étant donné que le Québec est francophone, ils n'ont pas tendance à aller vers l'Ouest canadien qui est anglophone. Et il y a une grande communauté haïtienne ici au Québec, donc qui se ressemblent, s'assemblent. Les Haïtiens auront toujours tendance à venir là où il y a plus d'Haïtiens, plus de la famille, plus d'Haïtiens aussi pour se ressourcer. Voilà. Alors, parlant de la communauté haïtienne qui est au Canada, est-ce qu'il n'y a pas un moyen qu'ils pourraient utiliser pour faire passer ce message, pour que ce message puisse arriver notamment aux oreilles des membres du gouvernement afin qu'un programme soit initié pour ces Haïtiens en situation difficile, on va dire? La problématique, Rose Berlin, les gens doivent le comprendre aujourd'hui, c'est que le Canada est en élection jusqu'au 28 avril. Et pendant la période, la campagne électorale, Marc Carney, le Premier ministre actuel, ne prendra aucune décision qui pourrait influencer sur sa campagne. Et la question d'immigration, c'est un enjeu très fragile, notamment pour le Québec, qui est une province importante pour gagner ces élections-là à travers le Canada pour devenir Premier ministre. Et ça, on ne doit pas s'attendre à ce que Marc Carney prenne ou mette sur pied des programmes. S'il doit y avoir des programmes, peut-être que ça va être poussé par des candidats d'origine haïtienne qui sont dans ces élections-là et qui risquent de gagner. Il y a Marjorie Michel dans l'ancien comté de Justin Trudeau, Papineau, qui risque de devenir député. Il y a beaucoup d'autres Haïtiens. Il y a au moins 4 à 5 autres Haïtiens qui devraient se faire élire
facilement pendant cette vague qui porte pratiquement le Parti libéral du Canada vers probablement une victoire, mais on ne sait pas, hein, chaque jour compte hein, dans une élection, mais il y a une tendance à ce que le Parti libéral reste au pouvoir et devienne plus fort. Mais pour l'instant, on ne doit pas s'attendre à ce qu'il y ait quoi que ce soit comme programme qui pourrait venir en aide aux Haïtiens. Je pense que c'est une mauvaise nouvelle oui, absolument, pour les Haïtiens, mais on leur doit vérité. La vérité. Oui. Merci vérité. Infiniment à vous, Jean-Benoît Goudou, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voilà les précisions de notre collaborateur qui vit au Canada, Jean-Benoît Goudou, concernant la décision justement de Donald Trump d'écourter les programmes destinés à donner aux Haïtiens une protection temporaire, ces Haïtiens qui tentent de s'échapper vers le Canada. Cette édition de Metro News touche à sa fin. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une. Alors que le calme semble revenir dans le centre, Port-au-Prince replonge de la violence. 2 inspecteurs divisionnaires de la PNH ont été abattus ce mercredi matin lors d'une attaque ciblée. Le CADO s'oppose à l'intégration de la BESAP dans les opérations anti-gang. L'organisation dénonce une décision inconstitutionnelle et appelle plutôt au renforcement de l'armée pour faire face à l'insécurité. Dossier immigration, des Haïtiens menacés d'expulsion des États-Unis l'orientent désormais vers le Canada. Alors que le programme Humanitarian Parole a pris fin par une décision de l'administration Trump, le Canada devient un nouvel espoir pour de nombreux migrants. C'est sur ces derniers éléments que nous refermons cette édition de Metro News. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de Métropole et rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.